Beaucoup d'informations ce matin pour le plaisir de nos auditeurs et téléspectateurs. Oui. Et rapidement, on va aller du côté de la Russie. Vous savez que depuis le 27 février donc 2021, et après le déclenchement donc, de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, donc il y a beaucoup de choses qui se passent de ce côté. Mais il y a, depuis un certain temps, on parle de ce qu'on appelle d'une contre-offensive ukrainienne qui s'avère pour le moment inopérante, parce que là, même les médias, certains médias occidentaux, il faut dire comme ça, et reconnaissent l'inefficacité malgré l'envoi massif des armes. Non, mais quand tu dis certains médias occidentaux, ben, on comprend quelle est la position de la Russie et peut-être beaucoup de médias. Oui. On sait, ben, la réalité sur le terrain, quand vous regardez aussi les médias russes, attention, tu t'es dit... pas les médias russes, je regarde, il y a des médias qui sont neutres. À travers leur analyse, justement, on comprend, c'est des spécialistes. Pour l'instant, vous savez, quand il y a une guerre, et surtout en ce qui concerne la guerre de l'Ukraine et de la Russie, vous savez que la campagne médiatique, quand même, n'est pas clément avec la Russie. Oui, on sait, c'est ça. C'est pourquoi je parle de certains médias. D'accord. Donc, vous êtes particularisé au regard donc, de plusieurs considérations. Oui. Il y a des médias pro-ukrainiens, il y a des médias pro-russes, mais nous, c'est l'analyse. Quand on prend la balance, c'est qui pèse. Oui, c'est les médias pro-Ukraine. Bien entendu. Les médias européens sont aujourd'hui des médias des médias ukrainiens, il faut les appeler comme ça, parce qu'ils relaient des informations favorables à l'Ukraine. Quand on dit par exemple qu'aujourd'hui il y a eu plus de morts du côté russe dans l'armée russe que de l'armée ukrainienne, en tout cas, on ne comprend pas ce qui s'appelle de là. Donc le plus important, c'est de savoir aujourd'hui que la contre-offensive ukrainienne tant espérée est en train de partir en échec, dans la mesure où hier encore, l'armée russe, en tout cas l'armée russe aurait fait une intervention sur la mer Noire, où il y a qu'on appelle un navire de reconnaissance, 3 navires de reconnaissance ukrainiens ont été bombardés, donc qui a finalement coulé. Donc c'est encore une autre perte énorme du côté de l'Occident, mais également aussi de l'armée ukrainienne, quand on sait que les navires quand même sont avec des personnes en tout cas importantes. Et la deuxième loupe, c'est du côté du BRICS. Vous savez qu'actuellement le sommet du BRICS, c'est donc un certain nombre de pays, et notamment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud. Donc qui étaient à l'époque dans la catégorie des pays émergents, et donc ils ont formé cette alliance à partir de 2007. Donc pour une manière de concurrencer le groupe qu'on appelle le groupe Z7. Z7, vous savez, c'est le groupe des Occidentaux, dont vous avez les États-Unis et ses alliés, la France, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, l'Angleterre, et voilà, donc les pays, en tout cas, qui ont une économie stable dans le monde. Alors, ce sommet se tient aujourd'hui, maintenant là, du côté de l'Afrique du Sud, où Vladimir Poutine n'a pas pu effectuer le déplacement, mais est quand même intervenu par visioconférence, où il s'est adressé à ses partenaires, donc à ses alliés, tout en leur souhaitant de renforcer les relations économiques entre eux. Il a parlé notamment donc, de ce qu'on appelle son concept, la dédollarisation donc, de l'économie mondiale. Donc il entend que les autres partenaires donc, puissent accroître leur partenariat économique les uns et les autres dans l'intérêt donc, des différents États. Et autre information dans cette alliance, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs États qui sont candidats à intégrer aujourd'hui cette alliance économique. Vous avez le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, beaucoup d'autres pays, le Kenya, plusieurs pays, en tout cas on dénombre aujourd'hui plus de 39 États qui sont candidats donc, à cette alliance économique qu'on appelle aujourd'hui le BRICS. Donc, mais aujourd'hui les chefs d'État vont se réunir à huis clos, donc pour essayer d'établir ce qu'on appelle les conditions d'adhésion donc, à ces candidats, donc aux pays qui entendent candidater pour leur intégration dans ces groupes économiques. D'accord. Et l'autre loupe, c'est du côté du Tchad. Le Tchad, le Tchad, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe au Tchad, d'accord, On ne sait pas si c'est le Tchad d'Emmanuel Macron ou bien c'est le Tchad des Tchadiens. Parce que ce qui se passe là-bas aujourd'hui... On ne peut pas quand même démêler Macron du Tchad, parce qu'on a vu comment
le président tchadien qui était, comment ça a été, on a fait le transfert du pouvoir. Ah oui, bien entendu. Comment on a vu le grand soutien de la France. C'est pourquoi je pose la question. Qui était même devenu le syndicat presque du Tchad pour asseoir le fils, c'est-à-dire pour faciliter le transfert du pouvoir du père au fils. Ah oui, bien entendu. On a vu carrément comment ça s'est passé. C'est comme ça, la France. La France a toujours été comme ça. Par son intérêt. Exactement. Avec le Togo, quand Fort Yadema a été renversé, bon, disons, est décédé, on a fait venir son fils. Quand également aussi Oumar Bongo est décédé, on a fait venir, comment on appelle cela? On a fait venir Ali Bongo. Et récemment, quand Idriss Déby a été assassiné, il faut dire comme ça, et également, on a vu que son fils a été propulsé. Et pourquoi j'ai dit la France, le Tchad de Macron? Vous savez, quand un chef d'État se permet de dire que je mets en garde toute personne qui tenterait de déstabiliser le Tchad, ça veut dire que... C'est lui le président du Tchad. Ça veut dire que c'est son territoire. Donc c'est sa chasse gardée. C'est un partenaire privilégié. Absolument, quand même. C'est pas ça. Alors, rapidement, donc, du côté du Tchad, vous avez... Il y a un groupe rebelle qu'on appelle le FACT. Oui, le FACT. Donc, le FACT, c'est un groupe qui opère entre la Libye et à la frontière libyenne et tchadienne. Donc, qui refait surface. Parce que vous savez qu'il y a une purge contre ces groupes rebelles la semaine dernière, le week-end. Et le président actuel d'ailleurs séjourne du côté de là-bas. Il a installé une base là-bas, comme son papa aimait le faire aller au front. Et donc lui aussi, il est sur le terrain. Absolument, il est exactement être dans le bain de la situation. Oui. On l'a même vu dans une vidéo qui a été publiée par la télévision d'État là-bas, où il essayait donc de placer ce qu'on appelle la carte. Il était en train d'expliquer la stratégie qu'ils allaient mettre en place. Le plan d'attaque de la zone. Donc avec ses généraux, ils étaient assis sous un hangar dans le désert là-bas. Et il a appelé, je ne sais pas s'il faut appeler ça appel ou bien si c'est une menace. Il a en tout cas interpellé ces groupes rebelles pour dire qu'il les attend et que s'ils sont décidés à venir, qu'ils viennent. Et s'ils sont encore prêts, prompts à la négociation, que la porte donc des négociations reste grandement ouverte pour là-bas, parce que c'est un problème. Oui, quand même, avec ce président, depuis qu'il est venu, il y a quand même beaucoup plus de négociations entre certains groupes rebelles de l'Union du Tchad et au long de la frontière quand même du Tchad. Depuis sa prise de fonction, quand même, depuis sa prise de pouvoir, et il y a eu beaucoup plus de négociations qui a envoyé un peu d'accalmie dans cette région quand même du Tchad. Oui, bien entendu. Et c'est justement le FACT dénonce ce qu'on appelle une violation de ces accords signés là. Et donc aujourd'hui, il considère que pour le moment, Idriss Déby, Mamad Déby, voilà, on appelle communément Kaka. Alors donc, ces derniers juste est en train de trouver de l'alibi et pour continuer à aplanir son plan, donc son plan d'éternisation au pouvoir. Donc parce que là, il faut créer des faux problèmes où il n'en a pas. Ça ne serait pas du tout évident avec le Sahel, surtout avec la déstabilisation du Niger. Le Tchad aussi qui est en train de s'occuper un peu de ses frontières pour contrecarrer ces rebelles. Et puis partout dans cette zone quand même, c'est pas évident quand même qu'il y ait un peu... On ne souhaite pas qu'il y ait un peu la paix quand même. En tout cas, ce qui se passe, il fallait s'y attendre. L'Algérie, elle est à l'abri parce que c'est un régime démocratique qui est installé. Mais encore une fois, lorsqu'on sait comment le président Mamad Déby est arrivé au pouvoir, donc ça a tout l'air... Mamad Déby Kaka. Oui, Kaka est arrivé au pouvoir. Ça a tout l'air fils Déby. De telles situations se posent aujourd'hui. On le sait, hein, en principe, ce n'est pas lui qui devait succéder à son papa. Donc, mais celui-là qui devait succéder a dit qu'il ne peut pas. Voilà, et la France... mais la procédure était là. Oui, la procédure quand même était là, mais celui-là qui devait rentrer directement a dit que lui... Et le grand parrain dans cette situation-là, c'est bien la France. Non, mais aujourd'hui, chaque État, les pays limitrophes au Niger, je rappelle que le Niger, c'est un pays, c'est un État qui a six pays limitrophes. Tous les pays limitrophes du Niger,
dont les régimes sont considérés comme des régimes antidémocratiques pourraient se voir menacés. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est une affaire qui ne fait que commencer. Donc, les groupes rebelles, entre guillemets, ou les groupes protestataires vont se redéployer. Et il faut se dire... C'est ce qu'on appelle un gombo. Voilà. Ils vont profiter pour mettre en avant leur petit gombo. Oui, on parce que, quand même, quoi qu'on dise, il y a toujours des parents extérieurs de l'extérieur qui sont là pour les pistonner. Donc, il faut s'attendre au jour à venir à de l'instabilité au Tchad également. Mais surtout aujourd'hui, l'instabilité, ce n'est pas du tout clément pour le Sahel. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des parrains de ces djihadistes, de ces groupes terroristes quand même, parce que ce n'est pas des guerres... C'est des États qui sont confrontés à ce qu'on appelle des guerres asymétriques. Il y a la question du terrorisme qui est là, face à laquelle ils chercheront de façon permanente à trouver une solution, parce qu'il faut le rappeler, le terrorisme lui-même est une entreprise. Et c'est une entreprise qui est bien organisée. Donc, pour lutter contre une telle entreprise, ça demande assez d'intelligence, ça demande assez de moyens, tant à la fois financiers qu'humains et matériels également. Donc, ça deviendra de la mer à boire. Voilà la raison pour laquelle on se moque du Nigeria, qui se précipite à intervenir au Niger pendant que une partie du Nigeria est en proie avec le terrorisme. Là où il y a eu et chaque fois, ce sont des filles, nos sœurs africaines qui sont kidnappées, qui sont soumises à des traitements inhumains dégradants. Donc, en tout cas, le président nigérien a de quoi s'en tenir au Nigeria même. D'accord, on va aller... Oui, avec cette instabilité, je le rappelais tout à l'heure qu'il y a le Niger fait frontière avec 6 États, 6 pays, dont le Tchad. Et le Tchad, le Mali. Donc le Mali, déjà, nous le savons, hein, c'est un pays, c'est un État aujourd'hui qui est gouverné par des putschistes. Et nous connaissons un peu la position de la communauté internationale vis-à-vis du Mali aujourd'hui. Le Burkina également. Mais la nouveauté, c'est bien sûr la situation au Tchad. Et depuis hier, ces informations circulent comme pour dire qu'il y a quand même une faction qui se serait levée contre les autorités tchadiennes. Donc moi je me dis que cela n'est pas surprenant à mon avis quand on sait comment est venu au pouvoir l'actuel président tchadien, le fils qui a remplacé son père, et ce qui était un processus anticonstitutionnel, bien que celui qui devrait le faire aurait désisté. Mais je pense que en la matière, il y a toujours une préséance. Voilà. Même en Guinée, par exemple, quand nous prenons nos constitutions, on vous dira qu'en cas de vacances des fonctions du président de la République, qui peut être dû soit par son décès, sa démission, ou un cas de maladie, ainsi de suite. C'est le président de l'Assemblée nationale qui devait le remplacer. Si celui-ci aussi n'est pas disponible, c'est le premier vice-président de l'Assemblée. Donc il y a un ordre de préséance qui est respecté. Donc l'argument selon lequel celui qui devait le remplacer n'était pas disponible, moi chez moi ne passe pas en tant que juriste. Soutenu qu'il ne peut pas. Non, Kourouma, ça l'instabilité qui sévit, surtout ce qui sévit. C'est le premier qui a renoncé. Voilà. Et c'est le deuxième aussi. Donc aujourd'hui, il n'a même pas été écouté. Là, au fait, ce débat. Pour l'instant, il n'y a pas eu de voix dissonante quand même qui s'est élevée pour dire que nous ne voulons pas. Kourouma, tu sais, il y a un adage, c'est un adage ou bien un proverbe, c'est un adage malingue qui dit, vous allez m'aider si je prononce mal, Kafi Mourfa Bora Keya Banna. Comprenez ça. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, pour être plus sérieux, aujourd'hui, cette instabilité, malheureusement, qui recommence au Tchad, n'est pas surprenante pour moi, mais ça inquiète quand même. Ça inquiète, et naturellement, il y a toujours des personnes, des puissances, des États dans l'ombre qui tirent les ficelles. Je pense que le président Itno aujourd'hui doit vraiment être prêt les jours à venir. Ça va chauffer parce que c'est un régime anticonstitutionnel. Malheureusement, la France qui l'a parrainé, à un moment donné, peut se voir la corde au cou et vouloir lâcher prise. Donc, pour cela, je ne vais pas aller vite en besoin, mais je suis curieux de savoir ce qui va se passer les jours à venir. Non, mais moi, je ne crois pas si la France va lâcher prise, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt quand même de la France au Tchad. D'où il peut y avoir beaucoup d'intérêt, mais il peut y avoir beaucoup d'intérêt de la France au Tchad, comme dans plusieurs pays à travers l'Afrique. Mais vous savez, l'élan qu'a pris la CEDEAO aujourd'hui, c'est un élan qui risque d'impacter l'Union africaine. Voilà, c'est une sorte d'épine.
dans les pieds de l'UA aujourd'hui. Parce que si l'UA reste silencieuse, eh bien, ça risque de la compromettre éventuellement. Parce que la CEDEAO n'est pas un État le Tchad n'est pas un État ouest africain, mais c'est un État du continent africain. Donc, c'est une sorte d'épine dans les pieds de l'Union africaine, en voyant un peu la démarche qu'a entreprise la CEDEAO aujourd'hui. Donc, le Tchad, je pense que le président tchadien ne va pas dormir sur ses lauriers tranquillement ces jours à venir. Et l'autre loupe que moi j'entends. Alors, je vais revenir avec toi, Simaomi, avec ta loupe. J'ai des loupes, mais je vais aller rapidement. Vas-y, rapidement. Alors, ma première loupe, elle est relative au respect du contenu de l'arrêté 3135 définissant les modalités d'application du décret qui avait révisé les horaires de travail en République Guinée. Les horaires de travail en République Guinée. Alors, il est dit dans... C'est intéressant, hein? C'est intéressant, les horaires de travail. Il est dit dans cet arrêté que les heures de travail du lundi au jeudi sont de 8h à 18h. Ah, oui. Alors, moi, avant-hier... Au fait, le truc, il m'est venu à l'esprit secteur privé, secteur public. Avant-hier. Non, secteur privé, secteur public. Du secteur public. Du secteur public. L'administration publique. Le privé se gère. Voilà, du secteur public. Mais avant-hier, bizarrement, et je crois que ce n'est pas la première fois, je rencontre le côté du Premier ministre, Dr Bernard Goumou, à 10h, du côté de Kaporo. Et c'est vrai, hier, avant qu'il ne soit dans le gouvernement, il était du secteur privé. Exactement. En temps normal, cet arrêté ne lui était pas applicable s'il était encore dans son allant. Mais du moment où il est Premier ministre aujourd'hui, il travaille dans le secteur public. Je crois qu'en termes d'exemplarité, vous ne pouvez pas exiger des citoyens d'être exemplaires lorsque vous qui êtes les premières autorités, vous ne l'êtes pas. Non, mais donc, c'est l'occasion. Non. Tous les ministres. Hein, c'est l'occasion. Moi, ils sont au bureau c'est la tête là que moi je voudrais. Mais tu l'as vu combien de fois? C'est pas la première fois, mais c'est que le cas, au fait, c'est parce que Ghané venait de nous rappeler le contenu de cet arrêté-là. Donc, quand j'ai vu le monsieur, j'ai dit, oh non, ça va pas passer inaperçu. Donc, aujourd'hui, je pense que le Premier ministre doit se montrer exemplaire. Les membres du gouvernement doivent se montrer exemplaires. Vous ne pouvez pas nous exiger, au travers du secteur public, de respecter le contenu. Yombouro ne peut pas exiger aux agents publics d'exiger le contenu, le respect de cet arrêté-là. Lorsque eux qui sont les premières autorités ne le font pas. Donc ça ne va pas passer. Donc ça, mais pour moi, c'est le Premier ministre et il y a des choses qu'il... Pour toi, c'est le Premier ministre. Oui. Il peut aller à 10h au boulot. Laisse-moi terminer. Je n'ai pas dit qu'il peut aller à 10h au boulot. C'est une question, parce que oui, mais j'ai à peine ouvert ma bouche que... Non, attends. Ton intro, quand tu dis dans un débat, pour moi, c'est le Premier ministre, alors ça veut dire directement, tu es d'accord. C'est comme ça que tu as pensé. C'est que tu as pensé. D'accord, alors, libère-moi. J'ai commencé à... Alors, libère mon esprit. Je dis, pour moi, c'est le Premier ministre. Ce n'est pas un fonctionnaire lambda. Lorsqu'on confie un bureau à un fonctionnaire ou un travail, il le fait au service. Mais le Premier ministre peut avoir d'autres activités que le président lui attribue. Il peut avoir besoin de rencontrer un certain nombre de personnes. Il peut travailler même à la maison. Il y a beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas parce qu'on l'a vu dans la rue à 10h que ça veut dire qu'il a commencé à 10h. Parfois, les gouvernants peuvent travailler jusque tard la nuit. Parfois, il peut commencer à 3h, 4h, 5h du matin. Il y a beaucoup de dossiers. Donc, je pense, même dans son véhicule, il peut être en train de travailler, même dans son véhicule. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on l'a vu dans la circulation que c'est quelqu'un qui n'est pas en train de travailler. Il y a des ambassadeurs, il y a beaucoup de représentations ici, un peu partout à Conakry. Il peut être commis par le président pour aller rencontrer ces gens-là, discuter. Où ça? Je ne sais pas. Mais quand c'est... Moi, je connais celui. Quand c'est récurrent. Donc, c'est pour vous dire... C'est tellement facile. Il peut quitter tardivement le bureau. Pour moi, ça ne s'explique pas. On est responsable. Quand on est responsable, quand on est responsable, c'est avec les avantages et les conséquences. Oui, mais les conséquences, c'est que moi, je connais également beaucoup de hauts cadres dans ce pays qui ont leur bureau à la maison. Non, oui, il y a plein de avocats dans ce pays qui ont également leur bureau à la maison. Oui, mais moi, je parle bien du respect du contenu. C'est un double bureau. C'est le Premier ministre. Alors là, si c'est comme ça, même le simple agent peut se dire que je suis là. Non, c'est différent. Non, attention. Chacun d'eux ont des charges. Écoute, Odilon, on ne peut pas comparer la charge d'un Premier ministre. D'accord. Continuez avec cette philosophie. Demain, quand ce sont les premières autorités qui violent les lois,
Absolument pas. C'est des gens, ils ont tellement de choses à faire. C'est quand même ces personnes-là qui sont en train de gérer notre pays. Oui, mais s'il a un bureau aussi. Est-ce que tu sais à quelle heure il quitte le bureau? Est-ce que tu sais à quelle heure il quitte son bureau? Avez-vous la maison des personnels? Non. Je pense bien ce que Yacine était en train de dire. Il a sa raison. Parce que comprenez qu'il peut être commis à une tâche quand même tard dans la nuit. Oui. Et vous savez, les premiers ministres, ils peuvent continuer quelqu'un, ou bien même rester à la maison, avoir des audiences même à la maison. Où ça je donne l'exemple de Khalil Oulari. Justement. Khalil, quand on vient à 5h, il est là. Il est là. Nous rentrons à 19h, il est là. Si tu te lèves à 3h du matin ou à 0h, pour une question du boulot, tu lui envoies un message. Dans les 5 secondes qui suivent, tu reçois une réponse. Oui. Donc, tu ne peux pas dire parce que je ne l'ai pas vu au bureau, non, il n'est pas allé travailler. Vous avez fait la même chose avec Goumou? Non, justement, je n'ai pas fait. Je sais d'expérience que je dis que c'est possible. Vous n'avez pas. Écoutez. Je dis que c'est possible. On ne peut pas. C'est pas parce que je n'ai pas dans la circulation. Je n'ai pas dit qu'un haut commis de l'État n'est pas travailler à la maison. Moi, je parle bien du respect des dispositions, des règles qui sont prises. Tout fonctionnaire. De vous pensez que c'est récurrent. C'est devenu l'habitude. Tous les jours. Je pratique le même tronçon que lui. Et chaque fois qu'il passe, il y a un désordre total qui s'est créé après lui. Après lui, mais c'est pas lui. C'est pas lui. Mais qui cause après lui? Mais attends, la lutte n'a pas Dieu. Il a quitté, c'est fini. Tu veux qu'il fasse quoi? C'est pas lui qui gère ça. Il faut continuer sur ta loupe. Exactement, ton mot revient avec Dalé, une fixation sur le Goumou. Voilà. On y va. C'est quand même étonnant ce matin de voir parler défendre Goumou. Je défends le principe. Bon, après, chacun dit son point de vue sur la question qui sont posées. Attention. Il ne défend pas Goumou. Il est en train de dire la logique, le principe quand même d'une administration, le fonctionnement d'une administration qui ne peut pas parfois aller avec les règles que tu étais en train de dire. Deuxième loupe, je m'en vais du côté de la région forestière. Les populations de Youmou, donc du tronçon Zérékouré Youmou, qui est le chef de la préfecture, et Zérékouré Guéké, tire le diable par la queue aujourd'hui en raison de l'état, du mauvais état de la route. Oui. Et il y a quelques mois en arrière, les populations surtout de Guéké se réjouissaient des dispositions qui avaient été prises par le département des travaux publics qui avait commencé à reconstruire cette route-là, parce que là c'est une route sous-régionale également, parce que ça aboutit vers le Libéria. Oui. Vous vous rappelez compte, lorsque vous allez à Guéké, le pont qui sépare Guéké de Ganta, et l'injection Sirleaf avait bitumé cette route jusqu'au niveau du pont. Et là, quand vous venez au niveau de la Guinée, c'est comme si nous étions dans les années 50 encore. Donc, malheureusement, ce travail n'était pas encore fait. Ces derniers temps, le CNRD a voulu vraiment prendre la chose en main, mais encore, pendant cette saison pluvieuse-là, c'est vraiment le calvaire à ce niveau-là. Il serait bien, d'ailleurs, ce n'est pas le seul cas en Guinée, il y a plusieurs parties en Guinée aujourd'hui qui sont ainsi. Il faut que vraiment le département... Bientôt, la région forestière sera coupée du reste de la Guinée. En tout cas, je le dis. Bien sûr. Peut-être qu'il a d'autres informations. Guékédou, par exemple. Kissidougou. Aujourd'hui, la route est franchement dégradée. Dégradée, ça ne veut pas dire coupée. Non, ça ne veut pas dire coupée. Non, mais à un moment donné, les dispositions... Parce que, écoutez, par le passé quand même, pendant que moi, par exemple, j'étais très présent sur cette route-là. Il est arrivé des moments, quand vous arrivez au niveau à la sortie de Guéguédou en allant vers Massanta, vous pouvez passer des jours. Et sur 17 km, quand on dit coupé, 17 km, vous passez des jours. Parce que là, la route était vraiment coupée. C'était vraiment autre chose. 18 km entre Kissidougou et Guéguédougou, aujourd'hui, qui ne sert plus. Ce sont ces 18 km. Quand on dit coupé, parce que j'ai écouté le préfet même de la ville de la préfecture de Guéguédou, j'ai écouté la présidente de la délégation spéciale qui a dit que bientôt, si rien n'est fait cette semaine-ci, c'est fini. Quand on dit couper, c'est vrai, il n'y aura plus de vie. C'est-à-dire, la forêt, c'est à partir de là, vous allez passer des jours. Exactement. Pendant que vous n'essayez pas. L'interruption de couper, c'est au moins, même ne serait-ce qu'une seule semaine, 18 km, que tu dois faire en moins de 30 minutes, mais tu es obligé de passer 3 semaines. Mais attends, qu'est-ce que tu veux? Avec des gros porteurs. Avec des gros porteurs, surtout. C'est ça, c'est quand on parle de ça, c'est par rapport à ça. Je pense que la route est en train de se dégrader, mais je ne souhaite pas qu'on en arrive là. On n'en est même pas là. Moi, j'ai été au Fouta récemment. J'ai vu la route à partir de Dalaba. Oui, maintenant à partir de Dalaba, ça devient compliqué. Jusqu'à Dalaba, c'est bon, voyez-vous. Mais dès que vous dépassez Dalaba, ça devient très très compliqué. Vous n'arrivez plus à filer. Vous ne pouvez même pas aller jusqu'à 60 à l'heure.
Et ça, c'est compliqué quand vous êtes sur la route nationale. Je pense que c'est une problématique générale et il faut éviter de demander au CNRD de réparer. Parce que ce n'est pas son travail de réparer ça. Il faut leur dire plutôt de partir. Ceux à qui c'est le travail de réparer vont pouvoir venir faire le travail là correctement. Mais si vous dites que le CNRD doit venir faire, ils avaient commencé, qu'ils ne commencent rien. On ne leur a rien demandé. Ce qu'on leur demande, c'est de restituer le pouvoir aux civils. L'administration, c'est la continuité. C'est quelle continuité? Voilà. L'administration, c'est un principe sacro-saint. Non, c'est un faux principe. Les deux peuvent se faire parallèlement. Non, c'est un faux principe. Ce n'est pas parce que c'est un gouvernement de putschistes préfabriqué le dictateur Alpha Condé. Ce n'est pas parce que c'est un gouvernement de putschistes qu'on va leur dire de dormir sur leur laurier. Non, ils ont l'obligation de travailler autant qu'ils sont là. On leur exige de répartir après la transition, mais pendant qu'ils sont là, ils doivent travailler. Ils ont des à produire. Pour s'asseoir, garder seulement que... regarder dans les yeux. Alors, voilà, le minimum à faire, la transition quand même demande de le faire. Il peut continuer comme ce qu'ils sont en train de faire. Dans cette transition, quand même cette continuité, il faut apprécier. Dans cette transition, il n'y a pas le minimum à faire, il y a le maximum à faire. C'est-à-dire qu'ils ont suffisamment de boulot. Et le boulot, c'est quoi? C'est d'avoir une vraie constitution, pas une constitution qui va... Et on va laisser l'état de nos routes se dégrader. Laisse-moi terminer. S'atteler aussi à ça. Laisse-moi terminer. Comment on va acheminer les matériels électoraux? Laisse-moi terminer. Vas-y. Je dis, c'est d'avoir une vraie constitution, pas une fausse constitution comme leur fausse charte. Une constitution et puis ils vont consulter le peuple. C'est d'organiser les élections communales. C'est d'organiser les élections législatives. C'est aussi d'organiser l'élection présidentielle. C'est ça leur rôle. Et c'est déjà assez pour eux. Non, vous ne pouvez pas demander à des gens incompétents de développer le pays, de mettre du goudron. Sois positif dans ta tête. Tu penses pas aussi... c'est parce que tout ce que tu es en train de dire, ce sont des papyrasses. C'est quoi papyrasses? Les constitutions, c'est des papiers. Toutes les difficultés que nous avons eues les 10 dernières années étaient liées aux élections. Et si toi tu dis que c'est une question de papyrasses, tu sais combien des papyrasses que les gens refusent de respecter. Les lois, c'est quoi? Les lois, quand on refuse de les respecter, mais tu penses que les infrastructures, c'est quoi? C'est ce qui est lié à son gouvernement. Non. C'est Doumbouya et son administration. Quand tu prends aujourd'hui ma grand-mère ou bien ma tante ou bien mon oncle au village... Attends, quand tu prends aujourd'hui mon oncle au village, est-ce que tu penses que quand tu lui dis constitution par rapport à dire la route qu'il doit mêler de son village à son chef-lieu pour acheminer son riz, qu'est-ce qu'il va prendre? C'est la question que je te pose, te parler. Je pense que toi, tu t'es réveillé du mauvais pied. Non, je me suis... Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas... En fait, tu penses que les infrastructures qui sont en train peut-être de terminer, d'achever, tu penses que ce n'est pas une priorité pour une transition? Pour une transition, ce n'est pas la priorité. Je suis très désolé. La priorité, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ça aujourd'hui. Alors laisse-moi parler maintenant. Et aujourd'hui... Je ne peux pas te laisser glisser. Tu ne peux pas nous berner dans ce que tu as entendu. Quand tu auras fini, donne-moi la parole. Non, tu n'as pas quand même... Quand tu auras fini, ta vérité n'a pas la vérité universelle. Mais je suis en train... on analyse là. Tu glisses, je te tire. Ce que je suis en train de te dire. Tu glisses, je te tire. C'est que je donne. On ne va pas écouter, on ne va pas donner une fausse information aux auditeurs. Vas-y. Je suis en train de donner mon point de vue. Vas-y. Maintenant, si ça ne te convient pas, eh bien ça c'est ton problème. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a déjà assez de travail à faire. On ne demande pas aux gens où près de 1000, où on a fait près de 1000 tests et on a trouvé combien de faux diplômes. Parfois, il y a des diplômes qui ont été délivrés par des institutions qui n'existent même pas. Tu demandes à ces gens-là, une élite qui n'est pas véritablement une élite, d'aller vous permettre de vous développer. Des gens à qui on donne les postes de docteur alors qu'ils n'ont même pas une vraie licence. Tu veux qu'on se développe comment? Ce n'est pas une fausse administration comme ça qui va nous développer. Leur travail, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. S'ils font ça correctement, c'est pas... Tu vas revenir dans...